Et du coup, ce que je vous propose, une fois que le cadre est posé, c'est de rentrer dans le vif du sujet avec une première table ronde qui va parler d'impact environnemental de la formation numérique. Vous avez compris le programme. 1, environnement. 2, économie. 3, social, avec les questions d'accessibilité associées. Et donc, pour cette première table ronde, je vais proposer, pour commencer, à Cédric Gravouille de venir me rejoindre, sous vos applaudissements nombreux. Cédric, je t'invite à t'asseoir. Bienvenue. Cédric, tu es directeur des opérations de Infogreen Factory, qui propose des conseils et formations au numérique responsable. Tu accompagnes notamment des clients dans l'obtention d'une labellisation, la labellisation numérique responsable. Tu vas nous en parler. Quelle est déjà, selon toi, une première définition du numérique responsable ? Bonjour à tous et merci pour l'invitation à tous. Donc très content d'être parmi vous. L'idée, c'est de revenir un petit peu sur la définition du numérique responsable et d'y mettre quelques mots derrière pour vous. Alors j'ai pris quelques notes parce qu'on va être dans la définition. J'ai un temps très court, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors le numérique responsable, c'est d'abord une démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte écologique. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. L'empreinte économique et l'empreinte sociale. Et on verra que ce volet-là est important et parfois on l'oublie. Ça tombe bien, nous on aura une séquence dédiée sur ce sujet, donc on ne va pas l'oublier ce soir. Okay. Tout ça au niveau des technologies de l'information et de la communication, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique. Donc c'est important de remettre ce cadre-là, le numérique responsable. Mais ce n'est pas que l'environnement, même si là on va se concentrer avec toi là-dessus. Alors on parle de numérique responsable, moi personnellement je préfère parler de numérique plus responsable parce qu'à aucun moment le numérique sera responsable. On verra qu'il y a des impacts environnementaux et sociaux quoi qu'il arrive et que le numérique ne va pas sauver la planète. Alors on va dans la série vocabulaire. Ça mérite d'être clair. Ça mérite d'être clair. Je suis assez engagé et j'aimerais partager cet engagement avec vous. On a quelques mots qu'on va décliner autour du numérique responsable. C'est d'abord le Green IT. En général, on a tendance à mettre tout derrière le Green IT, mais non, le Green IT, c'est qu'une composante du numérique responsable. Donc le numérique vert. Le numérique vert. Il y a un numérique moins impactant sur l'environnement. Moins impactant, merci. Donc c'est la conception de tous les composants numériques. Donc ça va aussi bien être un data center que du réseau, qu'un logiciel de comptabilité ou une formation en ligne, parce que c'est quand même le sujet qui nous relie aujourd'hui. Pour être le plus efficace en termes d'impact environnemental. Donc le Green IT, c'est je fabrique un logiciel, je fabrique un environnement informatique le moins impactant possible. Ensuite, on a l'IT for Green. C'est une fonctionnalité fonctionnalité numérique qui permet de diminuer l'impact. Mais d'une autre activité. D'une autre activité. Peut-être que la formation en ligne est moins impactante qu'une formation en présentiel. Et on aura quelques réponses. On va voir ça. Voilà, donc ça, c'est l'IT for Green. Et ensuite, on va avoir des sujets autour de l'inclusion. Comment j'inclus des personnes en situation de handicap dans le monde du numérique ? Parce qu'on peut être... comment est-ce que j'inclus des personnes qui ont des problèmes pour lire, écrire, à déclarer ses impôts ? Voilà, donc on va inclure les gens. Et on va avoir aussi un côté éthique, puisqu'il ne faut pas ignorer que notre matériel est fabriqué plutôt en Asie, dans des conditions qu'on connaît tous maintenant. Oui, ou pas forcément, en tout cas, dont on n'a pas forcément tous conscience. Pas tous conscience, mais en tout cas, les conditions humaines sont assez déplorables. Que les matières premières viennent des quatre coins du monde, extraites par des enfants, etc. etc. Le cadre sur le numérique responsable est posé. On va se concentrer, nous, sur la partie environnementale. Quid de la labellisation numérique responsable ? À quoi ça sert ? Et quels sont les critères de cette labellisation, notamment sur le volet environnemental ? Alors, on a la chance en France d'être plutôt innovant sur ce sujet numérique responsable. Il faut le dire. On a tendance à dire qu'on est souvent en retard. Cocorico. Donc, le label numérique responsable a été fondé en 2019, donc c'est tout récent. Par l'agence LUCIC, une agence indépendante, et l'INR, l'Institut du numérique responsable, auquel adhère, je pense, My Green Training Box, si je ne me trompe pas. Donc l'INR, c'est un think tank, c'est donc une association qui a tendance à vouloir faire bouger les lignes, je reprends les mots de Laurent tout à l'heure, et de partager. Voilà, on est vraiment dans un esprit de partage, c'est-à-dire qu'on est en mode R&D. La vérité, personne ne l'a aujourd'hui, tout le monde cherche, et je pense que David qui va me suivre va pouvoir en parler largement. Voilà. Donc on est sur un label qui est indépendant, qui date de 2019, qui est français et qui a pour vocation d'encadrer ce numérique responsable.
Oui, à la fois lui donner une définition et puis donc des critères pour que les entreprises puissent se comparer à un référentiel. Exactement. On est sur un référentiel. On est sur pour moi, je dirais que c'est plutôt un outil, un moyen de tendre vers du numérique responsable. Certaines structures, qu'elles soient publiques ou privées, vont avoir le label pour le label. Ça peut être des enjeux économiques, puisque ça va devenir un critère d'obtention de marché. Pour d'autres, ça va être une façon de faire avancer sa structure vers du plus responsable. On va se baser majoritairement sur les objectifs du développement durable, People, Planet, Prosperity. Voilà ce qui drive le label NR. Parfait. Merci pour cette définition du label et donc du numérique responsable au sens large. Je vais proposer maintenant à David Echsazer de nous rejoindre, là encore avec vos encouragements nombreux. Rebonjour David. David, tu es cofondateur d'Hublot, qui est un bureau d'études spécialisé sur les impacts environnementaux du numérique. Donc conseil, bureau d'études, avec vous on est a priori paré. Hublot est partenaire, on l'a dit, du projet GIVE, Green IT for Vocational and Educational Training Providers, qui porte sur l'évaluation de l'impact environnemental de la formation numérique. Et du coup, est-ce que la formation numérique, c'est une question qu'on voulait te poser, est-elle a priori plus éco-responsable qu'une formation en présentiel ou en format hybride? Donc je fais la réponse courte déjà, ça dépend, je suis désolé. Réponse plus longue, donc je vais peut-être vous proposer de répondre à ces questions avec un autre cadre. Alors Cédric a proposé un des cadres avec l'aspect social et environnemental. Donc nous, chez Hublot, on ne travaille que sur l'aspect environnemental. Il y a un cadre qui est assez partagé, qui est de dire que les impacts environnementaux du numérique sont triples. On a les effets qu'on appelle directs, c'est en fait les effets liés à la fabrication, à l'usage, à la fin de vie, au transport des matériaux et des services informatiques. On a les effets de second ordre ou les effets dits positifs. Donc, est-ce qu'on va substituer des processus qui sont plus polluants? Par exemple, avec l'éducation en ligne, on va réduire le transport, on va potentiellement réduire le chauffage ou l'utilisation d'espace. On va pouvoir optimiser aussi des processus et on va avoir un effet d'information. Et ça, c'est très important, je pense, dans le secteur de la formation en ligne. C'est que la formation en ligne peut permettre de décarboner d'autres secteurs par l'effet d'information, de la sensibilisation, etc. Et ensuite, on a les effets de troisième ordre qu'on appelle les effets indirects. Et l'idée, c'est de dire, en fait, le numérique, il transforme les processus et il ne va pas simplement les substituer ou les optimiser. Il va avoir tendance à changer leur nature et aussi changer la manière dont on va avoir accès à ces services. Et donc, on va avoir des effets qu'on peut appeler des effets rebonds, par exemple, qui est de dire, on va avoir avec le numérique des processus qui seront moins chers, donc on va en consommer plus, ou alors qu'on va consommer différemment. Et donc, si on veut répondre à la question, il faut avoir en tête ces trois aspects. Donc, effet direct déjà, effet indirect, c'est quoi les effets positifs, et c'est quoi les effets positifs et les effets indirects. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'étude européenne, c'est d'abord d'objectiver les effets directs. Sur les effets positifs et les effets indirects, on l'a fait pour l'instant d'une manière purement qualitative, parce qu'aujourd'hui, il y a des grands débats sur comment on quantifie les effets positifs et les effets indirects. Les industriels voulant maximiser en fait, ces effets positifs, on pourra y revenir. Donc du coup, dans un premier temps, on a eu une analyse des effets directs et à côté une analyse qualitative pour lister de manière, en essayant d'être exhaustif, la liste des effets indirects. Tu vas nous donner des exemples dans un instant. Je reviens vers toi, Cédric. On parle de plus en plus de pollution numérique. Tout le monde se dit, ah là là, il faut que je fasse gaffe quand j'envoie des mails, ma taille de la pièce jointe. Est-ce que c'est ça l'important ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres grands postes d'impact environnemental à considérer en priorité? Alors le mail, c'est quelque chose dont tout le monde parle. Il faut arrêter d'envoyer les mails, il faut vider la boîte aux lettres, etc. Honnêtement, on s'en fiche. Voilà. Il y a zéro impact. Enfin, c'est pas zéro, mais il y a très peu d'impact. Relativement parlant. Relativement parlant. Donc ce sujet mail, il sert à quoi? Il sert à embarquer quelqu'un, à embarquer du monde, à embarquer une structure. C'est pas inutile du coup. C'est pas inutile. Donc voilà, c'est d'un point de vue environnemental, un impact super faible, même si on parle de quelques grammes de CO2, mais comparé aux choses qu'on va annoncer après, derrière, c'est rien. Par contre, de communiquer là-dessus, ça permet une prise de conscience, que ce soit d'une entreprise, d'une collectivité, ou d'un cercle amical, familial, d'avoir conscience que derrière le mail, il y a tout un tas d'équipements informatiques qui vont de la box Internet jusqu'au data center qui est à l'autre bout du monde ou à côté. Et c'est peut-être ça l'important du coup. Et donc l'important, il est autour du matériel. Le matériel, c'est 70% de l'impact environnemental, mais pas que. Donc le sujet à traiter, c'est le matériel. Comment on fait en sorte de faire durer le matériel le plus longtemps possible?
que ce soit votre smartphone, ou le mien, hein, j'en ai un dans la poche, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas donneur de leçons, je suis là pour partager. Ou alors le PC, le Mac, tout ce que vous voulez. Bon, le Mac, il dure longtemps en général. Voilà, donc c'est comment j'allonge la durée de vie de mon matériel. Alors ça peut être, y faire attention déjà, mais aussi on a des effets rebonds que tu évoquais. Par exemple, j'ai un Microsoft qui me pousse des mises à jour tout le temps et mon PC devient rapidement obsolète. Ou j'ai Apple qui m'envoie des mises à jour sur mon iPhone et je ne peux plus l'utiliser. Donc il faut concevoir des logiciels, faut éco-concevoir des logiciels qui vont faire en sorte d'utiliser le moins de ressources possible. Oui, donc là, on a le lien entre le logiciel et le hardware, entre l'équipement. Les deux sujets ne sont pas décorrélés. Non. Donc l'impact principal, c'est le matériel, c'est ce qu'il faut retenir, que ce soit à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. On a tous un smartphone dans la poche, ou il y en a qui ont des 3310 encore, mais c'est... Alors j'ai un 3310 parce que j'ai cassé mon smartphone, je suis honnête. Voilà, donc on avoue. Je peux juste ajouter sur le fait que ça c'est vrai en France, donc peut-être que la situation peut être aussi différente à l'étranger. On a de l'électricité qui est plus impactante environnementalement parlant. Et donc du coup, c'est pour ça que quand je vous réponds aussi ça dépend, en fait la question de quantification des impacts environnementaux, ça va toujours dépendre de votre contexte. Oui, il faut la contextualiser. Voilà, que ça soit sur l'espace, la durée, le temps, les cas d'usage, l'utilité, etc. Quelques ordres de grandeur peut-être qu'on se rende compte en équivalent CO2 ou sur d'autres indicateurs environnementaux, ou la comparaison entre, encore une fois, le mail, on dit quelques grammes de CO2, l'ordi qui a permis d'envoyer le mail, que je renouvelle, là, c'est de quel ordre? Alors, des chiffres qu'on peut retenir, on parle de sac à dos écologique. C'est-à-dire que quand on a son PC là, dans le dos, là, dans le sac, c'est 800 kg de matières premières. C'est 1500 litres d'eau. C'est énormément de matériaux différents. Donc, quand on porte son sac à dos, là, c'est très lourd. Quand on va au boulot le matin, qu'on soit dans le métro, en vélo, en voiture, dans le bus, c'est très, très lourd. On se porte une charge écologique énorme. Donc ça, c'est un ordre de grandeur important. Et il y en a un autre que j'aimerais bien annoncer, c'est que, et quand on est à Toulouse, ça parle encore plus, le numérique, c'est 3,8% des gaz à effet de serre dans le monde. C'est plus que l'aéronautique. Voilà. Donc aujourd'hui, le numérique pollue plus que l'aéronautique. Que les voyages en avion, en tout cas. Que les voyages, aéronautique civile, aviation civile. Et en 2025, ça sera plus que l'automobile. Donc le numérique polluera plus que l'automobile dans le monde en 2025. 2025, c'est demain. Surtout si le numérique permet justement d'éviter de prendre l'avion ou de prendre sa voiture. Ah bah. Parce que là, du coup, on pourrait avoir le biais de se dire, on regarde les impacts directs et les impacts positifs. Mais en fait, si on regarde les impacts positifs, la face cachée des impacts positifs, c'est les effets indirects. Parce que si je voyage moins, j'ai de l'argent disponible. Probablement, qu'est-ce que je fais de cet argent? Si je m'en sers pour acheter des produits polluants, ça ne sert à rien. Je vais aussi faire plus de visio. En fait, je pense que vous voyez tous depuis le Covid, vous avez beaucoup plus de réunions en fait, qu'avant. En fait, c'est un effet rebond là, qu'on a tous vécu collectivement. Donc à partir du moment où on veut aller au-delà des effets directs du numérique, avoir juste la vision des effets positifs, c'est dire je prends les externalités positives et bon, les externalités négatives, je les mets sur la société. Voilà. C'est pas ma faute, mais ça on y reviendra. Zoomons peut-être sur la formation numérique. Est-ce qu'on peut, David, quantifier du coup ces impacts appliqués à la formation numérique en particulier? Et puis si oui, quels sont les principaux postes d'impact? Alors donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est utiliser une méthode qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, qui est une méthode qui a l'avantage d'être multicritère, donc pas seulement sur le carbone, mais sur l'utilisation de ressources non renouvelables, le sac à dos écologique. C'est une méthode normée, reconnue internationalement, etc. Et qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie, donc pas seulement l'usage. Donc on a essayé de faire cet exercice au niveau européen, dans le cadre du projet européen, avec un livre blanc qui devrait sortir sur le sujet du coup au premier trimestre 2023. En fait, on se rend compte que c'est très difficile parce que c'est extrêmement dépendant d'hypothèses. Et donc, ce qui est important, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des cas d'usage en disant bon, si c'est dans tel pays, dans tel contexte, c'est quoi l'impact. L'idée de ce livre blanc, c'est pas de faire des notes en disant tel type de formation elle est mieux que tel type, mais plutôt d'objectiver dans les ordres de grandeur les impacts de différentes typologies de formation. Donc sur la base de cas d'usage. Sur la base de cas d'usage. En fait, on ne pourrait pas avoir l'impact, enfin on pourrait donner un chiffre pour l'impact global environnemental de la formation en ligne, mais ça n'aurait pas vraiment de sens en fait, de mettre purement un chiffre qui serait dépendant d'énormément d'hypothèses.
Est-ce qu'on a déjà des premiers résultats ou justement des hypothèses de résultats qui resteraient peut-être à vérifier dans le cadre du programme sur, notamment, voilà, est-ce que c'est quoi les grands postes? Est-ce que par exemple la visioconférence ou le streaming de formation, c'est ça qui compte beaucoup? On l'a vu, peut-être que c'est le matériel. Voilà, est-ce que déjà sur la formation numérique, on a déjà comme ça des grands postes, les principaux impacts qui se dessinent? Alors, je ne voudrais pas des chiffres, mais donc des choses qui sont intéressantes, c'est que on s'est rendu compte en faisant des focus group que l'éducation en ligne, il y avait quand même une partie des gens qui devaient continuer à prendre du transport, aller dans des endroits pour avoir du Wi-Fi, par exemple, etc. Et on se rend compte en fait que même si on a une ou deux personnes qui prennent la voiture pour aller suivre un enseignement à distance, en fait, c'est principalement ça le premier poste d'impact. J'ajouterais aussi le fait que le chauffage, donc on va consommer plus d'énergie domestique quand on va quand on va suivre de l'éducation en ligne. La question c'est, est-ce que ça substitue réellement de la consommation qui est faite dans les lieux où l'apprentissage aurait été fait? C'est pas forcément sûr parce que souvent on a du chauffage central, on a des cas notamment dans des universités en Angleterre où on a vu que pendant le Covid, il y a eu une réduction de l'ordre de 10% de la consommation énergétique. Donc en fait, on se rend compte que les plus gros postes, ils ne sont pas forcément du côté du numérique. Par contre, si on prend le côté numérique, en France, les plus gros postes, c'est évidemment, comme disait Cédric, le matériel, de l'ordre de 75%. Si on va en Allemagne, on est plus de l'ordre du 50-50, voire même 60-75 du côté de l'usage sur la partie informatique. Donc en fait, on se rend compte que l'effet positif possible sur l'environnement de l'éducation en ligne, il est sur sa capacité réelle à substituer réellement du transport, du chauffage et l'utilisation d'espace, ce qui en fait n'est pas sûr et qui nécessiterait des analyses un peu plus poussées. Et c'est peut-être l'objet du programme ou ce sera dans un second temps? On le traite de manière qualitative pour l'instant, donc en listant et décrivant pour montrer que la question est plus complexe que simplement un coût-bénéfice. Et du coup, comment on mesure l'empreinte environnementale d'une formation? C'est quoi l'unité de mesure justement, l'unité fonctionnelle? On rapporte le poids environnemental à quelle unité? Parce que ce n'est pas juste une valeur absolue, c'est relativement à une formation délivrée ou une compétence acquise. C'est ça. Quand on fait une analyse d'impact, on utilise une unité fonctionnelle, donc on va tout rapporter à une fonction et encore plus quand on fait des analyses comparatives. On a essayé de trouver une fonction qui décrivait vraiment l'usage ou décrivait la fonction du métier. Et on a eu du mal parce qu'on avait un périmètre qui était d'un côté l'éducation universitaire, l'éducation tous les types d'éducation professionnelle et académique. Et en fait, on a eu des difficultés à trouver des moyens de normaliser les unités d'apprentissage sur ces différents contextes. Donc on a dû de revenir vers une unité qui est de la durée, 1 heure de formation. Mais en fait, ça peut aussi être questionné parce que est-ce qu'une heure de formation en ligne avec une heure de formation en one-to-one, par exemple, est-ce que finalement c'est la même fonction? Non. Et on voit justement probablement pas le même impact non plus. Et probablement pas le même impact. Non seulement environnemental, mais sur la capacité d'apprentissage. Ouais. Et donc du coup, on voit ici que la capacité du numérique à transformer les fonctions doit aussi être considérée au-delà du fait de faire des comparaisons à ISO périmètre. Ouais, donc on comprend que c'est un sujet qui n'est pas complètement abouti en termes de R&D ou de… Non. Ça reste un sujet ouvert. Et qu'il ne le sera probablement pas non plus parce qu'en fait, peut-être qu'on essaye de comparer des choux et des carottes. Donc c'est pour ça qu'au-delà de la simple comparaison, c'est très important d'avoir de la sensibilisation pour que les gens puissent regarder les résultats tels qu'ils sont et pas comme une vérité absolue. Est-ce que pour autant, il y a quelques grands principes pour éco-concevoir une formation digitale d'un point de vue environnemental? Est-ce que, par exemple, des choix de techno, des choix d'outils, des choix de matériel, peut-être du code à mieux rédiger de façon à ce qu'il soit moins consommateur d'énergie? Est-ce qu'il y a déjà des grands principes qu'on veut quand même appliquer à la formation? Il y a effectivement des grands principes. Mais la réponse, ça va être quand même ça dépend. Enfin, je vais reprendre tes termes, mais on annonce tout. Enfin, ça dépend. On l'annonce plusieurs fois par jour à nos prospects, nos clients. Voilà, quand on nous sollicite, il n'y a pas de réponse universelle. Et il n'y en aura certainement jamais parce qu'on est dans un monde qui est très mouvant. Donc il y a un certain nombre d'études qui sont faites. Si on parle de Visio, par exemple, il y a un éditeur de logiciels de mesure qui s'appelle GreenSpector qui a comparé tous les éditeurs de logiciels. À mon grand désespoir, les moins impactants, ça va être des Microsoft et les Google. Donc voilà, donc mon grand espoir, c'est qu'on essaye de plutôt prôner l'open source ou des choses qui sont plutôt vers le numérique plus responsable. Maintenant, les GAFAM, ils ont quand même compris qu'il y avait un sujet et ils ont travaillé le sujet. Donc, puis avec une capacité d'investissement et en plus un amortissement
de leurs investissements sur une masse de population qui fait que rapporté à l'individu, le poids environnemental il est forcément diminué. Exactement. Donc voilà, en termes d'outils de visio, et puis même pour les aspects sécurité, il faut basculer dans ce monde-là, malheureusement. Après, on va avoir des sujets autour de, tu parlais d'éco-conception, effectivement, et après on va avoir tout ce qui est structurant pour l'accessibilité, mais je crois que c'est des choses que vous allez aborder après aussi. On a des publics variés qu'on doit prendre en compte, ça c'est important. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se monter, de se normer. On est beaucoup en mode R&D dans tout ce monde-là. Il y a plusieurs courants de pensée, c'est pour ça que je vous ai donné plusieurs définitions tout à l'heure aussi. C'est pas Cédric Gravouille qui vous le dit, c'est des courants de pensée qui se forment depuis quelques années. Donc ouais, on est là-dedans. David, pour compléter, est-ce que justement sur les cas d'usage que vous avez, ou les cas d'application, tu peux peut-être en donner un pour qu'on se figure quel était le type de scénario que vous avez testé dans vos modélisations, et est-ce que vous avez identifié des pistes de progrès sur ces scénarios particuliers? Alors ça, c'est l'objectif du coup de la seconde partie de l'étude. Donc comme j'ai dit, déjà, il y a la réelle capacité à substituer des salles de classe. On pense par exemple dans le cas des universités. Est-ce que si on fait de l'éducation à distance, on substitue vraiment des transports ou des salles de classe? Il y a également l'idée des plannings. On a travaillé sur un scénario hybride en disant que on pourrait avoir une partie à distance. En fait, c'est ce qui se fait beaucoup dans les universités et dans le monde professionnel, une partie à distance, une partie en présentiel. Là, on voit par exemple que l'aspect planning est très important. Parce que si vous avez la première demi-journée en présentiel et la deuxième demi-journée à distance, en fait, vous ne substituez pas le transport. Le transport, il reste le même. Par contre, vous ajoutez les impacts du numérique. Donc il y a cet aspect-là. Quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que en fait, l'éducation sans numérique, elle n'existe pas aujourd'hui. Je pense qu'il y a très peu de formations, à part peut-être des formations métiers très spécifiques, où on n'a pas besoin du numérique. Donc le numérique, il est partout, et donc du coup, on va avoir les règles classiques, comme disait Cédric, d'allonger la durée de vie. Mais c'est déjà un message clé, moi, que je retiens de votre premier échange, enfin de notre premier échange, c'est l'impact du matériel, en fait. Ouais. Avant même de penser de renouvellement ou non-renouvellement du matériel. En tant qu'université, école ou organisme de formation, comment on commence? Parce qu'on l'a compris, c'est vachement compliqué, donc on pourrait se dire, oh là là, attends, c'est pas encore complètement stabilisé cette histoire. Est-ce qu'il faut que j'attende que ça se stabilise, ou est-ce qu'il faut que je commence maintenant à m'en soucier? La réponse est un petit peu dans la question. Alors, je pense qu'on a deux approches différentes. Donc voilà. On commence par toi, Cédric. Au hasard. Donc, moi, je pense qu'il est urgent d'agir. Donc, non, on attend. Et comment? En fait, ma question, c'est aussi comment. Je commence par quoi? Donc, non, on n'attend pas. Donc, la première chose, c'est sensibiliser. Sensibiliser, c'est ce qu'on fait là en partie. Et si vous êtes là, c'est que le sujet vous accroche. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous de sensibiliser à l'échelle professionnelle ou personnelle qu'il y a un problème. Voilà, il y a un réel problème. Donc on va sensibiliser. Et ensuite, dans le cadre universitaire ou professionnel, il faut traiter les sujets les uns après les autres, et il ne faut pas vouloir faire le Big Bang du jour au lendemain. Ça ne marchera pas. La solution idéale, vous avez bien compris qu'elle n'existe pas. On ne la connaît pas encore. On ne la connaît pas encore. Il y en a qui cherchent. Ils trouvent des choses tous les jours, ça tombe. Donc on va, on parlait du matériel, faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible, sensibiliser autour de soi, mettre en place une politique environnementale, numérique, globale. Ce n'est pas juste la formation dans une université, ça devient systémique. On parle, voilà, dans le cadre du label, on parle de quelque chose de systémique, c'est-à-dire qu'on remet la planète au centre des sujets, qu'on soit encore une fois dans le privé ou dans le public, la planète doit être au centre de nos réflexions. Quand je fais quelque chose, quel impact ça a sur l'environnement et sur les personnes. Donc, c'est un mode de réflexion qui est différent. À chaque fois que je fais quelque chose, est-ce que c'est utile, utilisable, utilisé? Ça ne sert à rien de créer une formation qui ne sera jamais utilisée. Voilà, ça a un impact de créer la création, la fabrication. Voilà. Et puis je retiens, David, la question de la contextualisation. Donc peut-être qu'il y a aussi un intérêt à commencer par une bonne analyse de ce contexte. Ouais. Et un diagnostic aussi du sujet. Ouais, alors moi j'aurais deux réponses à deux niveaux. Il y a un premier niveau, donc nous on fait de l'évaluation, que ce soit en bureau d'études, on fait aussi des outils open source. Nous on fait donc l'évaluation comme un moyen en fait d'action et de créer une dynamique collective. Donc en fait c'est un moyen de sensibilisation, de pilotage, voilà, etc. Donc ça c'est un premier niveau. Utiliser les démarches d'évaluation pour faire de l'amélioration continue.
Et un deuxième niveau qui est de penser pourquoi on fait du numérique et en fait finalement c'est quel effet va avoir le numérique sur la transformation de mon modèle. Typiquement, le numérique permet de faire de la scalabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir une courbe logarithmique de coûts avec des usages et donc des rentrées d'argent qui vont être potentiellement exponentielles. Et donc ça, c'est un effet. Scalabilité, montée en échelle, si jamais il y a des gens qui n'étaient pas montée forcément en familiers échelle, avec ce terme. En gros, d'amortir un investissement auprès d'une large population. Et donc du coup, en fait, le numérique pousse à avoir des modèles économiques qui vont avoir des effets environnementaux exponentiels. Et donc, il faut réfléchir aussi sur ces aspects du numérique au-delà de son simple impact direct. Donc vous comprenez, c'est mon message. Et c'est l'objet de ma thèse aussi, du coup, d'avoir ces liens entre les modèles d'affaires, les organisations et les effets indirects du numérique. Philippe Delval de l'ACTA. Donc nous, on a monté un dispositif, en fin de compte, à la fois numérique et présentiel, mais avec l'idée de faire en numérique ce qu'on ne peut pas faire en présentiel et de faire en présentiel ce qu'on ne peut pas faire en numérique. Donc c'était un peu notre démarche. Donc est-ce que bon, comment on peut évaluer ça aussi, l'intérêt de ce genre de dispositif? Bonne idée ou fausse bonne idée du coup, faire ce que le numérique ne peut pas faire en présentiel et ce que le présentiel ne peut pas faire en numérique? Alors moi, je ne me permettrais absolument pas de juger en fait, un projet de manière purement environnementale. En fait, c'est absurde, il faut le regarder par rapport à ce que ça apporte en fait, à la société, et d'autant plus quand on fait de la formation qui, a priori, peut aller, est un produit qui peut aller, démarche peut aller dans le bon sens. C'est sûr que l'hybride, en fait, peut permettre des optimisations. Il faudrait regarder dans le détail. Encore une fois, ça dépend en fait. Je n'ai pas forcément de réponse. A priori, en fait, il n'y a pas de problématique plus spécifique à l'hybride, de problématique environnementale de l'hybride. Donc c'est ni une mauvaise idée ni une bonne idée. C'est même pas que l'hybride où je mixe présentiel et numérique. C'est-à-dire que c'est dans le... Parce qu'on pourrait imaginer, c'est tiens, ça finalement, au lieu de vous faire un cours oratoire et vous faire travailler en TD, le cours oratoire, je vous le fais en numérique et le TD, je le fais en physique. Où là, en gros, on ne change rien, si ce n'est que je bascule un bout ou l'autre. Là, ce que j'entends dans la question, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'on n'aurait pas pu faire du tout en présentiel et que du coup, j'utilise le numérique pour faire un truc neuf qui a probablement plus d'intérêt d'un point de vue pédagogique. J'arrive avec le micro pour un petit complément. On pourrait le faire, mais ça serait monstrueux. Parce que on a élargi le champ aussi en même temps grâce au numérique. C'est ça, on rend la chose quand même plus efficace là aussi d'un point de vue pédagogique. Ce serait peut-être inutile de le faire en présentiel. Mais du coup, encore une fois, quel effet indirect ça peut avoir? Est-ce que finalement on crée des nouveaux déplacements ou est-ce que finalement on en réduit? En fait, c'est les questions qu'il faut se poser. On n'est même pas obligé d'avoir une démarche de mesure pour le regarder, mais c'est vraiment questionner de manière systémique. Alors, en fait, appliquer les bonnes pratiques sur les effets directs du numérique, parce qu'en fait, elles sont assez bonnes, mais derrière, questionner plutôt quel effet va avoir la formation, et l'effet d'information qui est un levier important, mais potentiellement aussi des effets négatifs sur le transport ou d'autres modes polluants. Un petit complément? Moi, il y a un mot que j'aimerais bien glisser, là, c'est la valeur. Quelle valeur a ce que vous avez entrepris? Et donc ça se mesure. Encore une fois, on parle beaucoup de mesures, hein, mais et la valeur que vous allez y mettre, vous, dans votre cadre, va être différente d'un autre cadre. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de comparer et de donner une vérité. Alors d'une part, oui, on n'est pas là pour juger, hein, on est là pour partager, mais en plus, la valeur, elle est vraiment très différente suivant les environnements, suivant les objectifs, qu'ils soient pédagogiques ou globaux. Et c'est là où ça complexifie la notion d'ACV, qui certes est multicritère, mais à un moment, on posait la question de l'empreinte environnementale par l'ACV, mais encore une fois, rapportée à la valeur générée en termes pédagogiques quand on parle de formation. Par exemple, si je pourrais faire une ACV d'un produit qui permet d'extraire de l'essence, je peux réduire de 90% mon impact. Bon, il en reste pas moins que mon produit sert à faire réduire le coût de l'essence et donc potentiellement à consommer plus. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une vision froide là-dessus et il faut essayer d'avoir une vision plus systémique, encore une fois. Une deuxième question de la salle. Monsieur, j'arrive. Je garde le micro en main et je vous le tends. Bonsoir à tous, donc Pierre Riolet, Société Exposum. Je fais de la formation digitale autour du sujet de l'exposition aux ondes électromagnétiques. C'est un sujet qui est à la fois réglementaire, puisqu'il existe un sujet réglementaire dans le domaine de l'exposition des professionnels et du public
à ce sujet. Et sur cet aspect réglementaire, est-ce que dans le Green IT, enfin tout ce qui tourne autour du numérique responsable, est-ce qu'il y a des obligations réglementaires qui existent aujourd'hui, ou est-ce que vous avez connaissance de sujets réglementaires qui sont en préparation? Parce que j'ai confronté au quotidien aux aspects à la fois de réglementation ou plus dans des démarches sociétales de sensibilisation. En général, il n'y a pas photo en termes de prise de conscience quand il y a l'un et quand il n'y a pas l'autre. Voilà. Est-ce que la réglementation va permettre de pousser plus vite et plus fort en matière de numérique responsable d'un point de vue environnemental? Alors, il y a des choses qui existent déjà autour de l'accessibilité. Par exemple, on a le RG2A qui définit la façon dont on va développer un site web ou une application pour qu'elle soit accessible. Le problème, c'est que ce n'est pas respecté. Voilà. Donc, je crois que seulement 30 ou 40% des portails web de l'État sont accessibles. Et les amendes sont trop petites pour contraindre. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, il y a des lois. Ensuite, on a la loi RIN qui est passée l'année dernière, que moi j'ai vu évoluer depuis 3 ans. Entre ce qui était prévu au début et ce qui arrive à la fin, qui a été signé, voté à l'Assemblée, il reste 10%. N'empêche que c'est un peu comme l'histoire du mail. Il y a un mouvement, il se passe quelque chose. Par exemple, on parle d'éducation. Aujourd'hui, dans les cursus scientifiques, il y a obligation, dans les cursus supérieurs, que ce soit à la fac ou école d'ingé, de voir de l'éco-conception. Donc on peut espérer que dans 5 ans, nos jeunes ingénieurs, nos jeunes diplômés de faculté soient formés à l'éco-conception. Bon, sauf qu'aujourd'hui, le corps enseignant, ou je n'ai pas forcément les bons termes, je suis désolé, n'a pas forcément tous les outils. Avec l'INR, on est en train de développer des choses qu'on va mettre à disposition là-dessus. Donc il y a un mouvement de fond autour de la loi qui est peu contraignant. Donc c'est le triptyque, nous, le peuple, l'individu, merci, les structures publiques et privées et la politique au sens large qui va avancer ensemble. On voit bien qu'il y a des attentes personnelles qui vont dans ce sens-là, que la loi va dans ce sens-là et que les structures vont dans ce sens-là. Donc on peut imaginer qu'on va accélérer le sujet. Maintenant, moi, j'ai envie d'être optimiste et vous dire que oui, ça va très vite, mais non, ça va tout doucement. Ouais. Puis on a compris que l'INR, l'Institut du numérique responsable, fait un peu de lobbying dans la matière et on peut imaginer que demain, que le label numérique responsable soit aussi intégré dans les marchés publics de manière obligatoire pour forcer aussi les acteurs à bouger. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on espère que ça sera une norme, ça ne l'est pas encore. Maintenant, il y a des marchés publics et privés qui obligent les fournisseurs d'IT, d'informatique, à être formés, à avoir ce genre de label. Et il y a des notes qui font qu'on peut gagner ou pas l'appel d'offres. Ça se passe à Toulouse, voilà, ça se passe. Toulouse Métropole, Toulouse Métropole a des engagements. Donc tout le domaine public a des obligations sur le sujet. On a peu parlé de la fin de vie du matériel ou des logiciels, mais en tout cas c'est un sujet à part entière. Et aujourd'hui, il y a obligation par les fournisseurs de traiter le sujet. De rendre des comptes sur ces aspects-là. David, un petit complément ? Ouais, sur la réglementation. Sur la réglementation justement qui est à venir. En fait, aujourd'hui, il y a vraiment un combat qui se mène au niveau des lobbyistes, des grandes entreprises du numérique qui veulent garder le sujet sur ce qu'on appelle les unités d'œuvre, c'est-à-dire dire que le cloud, les GAFAM, etc., ils arrivent à optimiser, à mutualiser des ressources et finalement à unité équivalente, effectivement, et probablement ces grandes entreprises du numérique sont plus efficaces. Mais derrière, ils ne veulent pas du tout qu'on regarde les effets rebonds qu'il y a et la transformation qu'apportent ces boîtes sur l'environnement. Donc il y a ce combat aussi qui se mène au niveau des futures régulations pour savoir est-ce que les régulations elles seront sur les unités d'œuvre ou sur plutôt les transformations qu'apportent ces grosses entreprises. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Fin de cette première séquence. Merci. Je vous invite à les applaudir, les remercier. Merci à vous.